Bonjour à toutes et tous. On attend encore quelques instants et on va pouvoir démarrer l'atelier. Donc merci déjà pour votre présence. Merci par avance aux panélistes que je vais présenter rapidement avant de démarrer le tour de table. Et surtout, on se dit qu'on a ce lourd challenge, il est 14 heures, de tenir ce pic de glycémie. Comme on dit souvent dans les présentations après le déjeuner. Donc je compte sur vous. Cet atelier ou table ronde se voudra en deux parties. Une première partie où on va vous présenter un peu les différents écosystèmes et une deuxième partie le plus dynamique possible. Il ne faudra pas se lever, mais compter sur les experts ici présents pour répondre à vos questions. Donc ne soyez pas avares de questions. Je me présente, Maxime Marcet, donc de France Hydrogène, chargé de mission mobilité. Et je suis très content du coup d'accueillir nos panélistes. Alors je vais le prendre dans cet ordre-là, ce sera plus simple. Donc Bérangère Préau pour GRT Gaz et aussi délégué régional pour France Hydrogène, qui va vous parler de l'étude MERS. Alexis Lichat, donc côté Engie, il va vous parler du projet Condor H2 chez nos voisins européens. Nous avons aussi Louis Latournerie, si je ne me trompe pas. Non, c'est ça. Ok, donc de CARE. CARE que je vais tout de suite associer alors à Corentin tout au bout, des Castécaire. Pour la prononciation, c'est tout bon. Et donc, on va vous parler du projet Hydromère, qui est donc j'allais dire barge encore une fois, excuse-moi. Une drague à hydrogène, alimentée notamment par CARE. Et donc, on termine par Maximilien Lemaine de la région Bretagne. Voilà pour le rapide tour de table. Aujourd'hui, on vous parle donc des écosystèmes autour de la mer, des fleuves et du portuaire. Et en un mot, avant de démarrer la présentation, tout simplement, on se rend compte que ce sont des écosystèmes, des environnements avec une activité diversifiée et dense. On va avoir sur un même terrain, finalement, de la logistique, de l'industrie, de la production, du flux d'énergie, tout ça au même endroit. Et donc, ça comporte des challenges, des questions. Et on va voir ensemble la place de l'hydrogène, finalement, dans cet écosystème. Et je vous propose, du coup, de faire un tour de France, mais en démarrant, du coup, chez nos voisins, pour cette table ronde. Et donc, je vais donner la parole à Alexis pour Engie et le projet Condor H2, si ça convient. Et je suis alors, soit tu as la zapette, soit je peux cliquer. Le PC est à côté. Top. Bon, merci de l'introduction et bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on va essayer que ce soit assez dynamique et que vous ne vous endormiez pas. Alors, j'ai la chance de parler d'un projet dans lequel Engie est très impliqué, qui est le projet Condor H2, qui est un projet de décarbonation du fluvial entre la Belgique, et notamment Anvers, Rotterdam, jusque dans la Ruhr, en Allemagne, et même beaucoup plus loin. Alors, avant de commencer et de vous parler vraiment précisément de ce projet-là, juste quelques mots sur le fluvial et pourquoi c'est important. Sur des péniches, des barges de forte capacité, vous pouvez mettre l'équivalent de 220 camions. Donc, en termes de décarbonation, c'est extrêmement puissant. C'est un transport aussi qui est beaucoup plus fiable et sûr que les camions. L'accidentologie, en fait, sur le fluvial est très rare. Et quand il se passe quelque chose, c'est rarement quelque chose de grave. Et c'est aussi parfois moins cher qu'une solution camion. Maintenant, vous ne pouvez pas échapper en fait, au camion du premier kilomètre et du dernier kilomètre. Mais enfin, voilà, c'est quelque chose d'intéressant de ce point de vue-là. Et c'est un sujet que la France a laissé tomber depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'avant, en France, on avait un tissu de transport fluvial qui était extrêmement dense. Alors, sur cet axe-là, Anvers, Rotterdam et la Ruhr, ça concentre à peu près 80% de tout le transport fluvial de marchandises en Europe. Donc, vous avez là sur le graphique derrière moi la proportion, le tonnage en fait, qui est transporté tous les ans sur cet axe-là. Et ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que la partie container, donc tout le transport de marchandises qui sont sur palettes, ne fait qu'augmenter d'année en année. Là où d'autres secteurs commencent un petit peu à diminuer, type le charbon, fort heureusement, ainsi qu'un petit peu que la chimie, malheureusement. Et il y a en fait une première initiative qui a eu lieu il y a quelques années, qui s'appelle Rhine, toujours avec ce petit jeu de mots sur l'hydrogène, là, sur H2, qui est une sorte de méta-projet qui regarde toutes les initiatives fluviales en Europe. Et ils ont fait une étude assez fine
pour dire que, notamment sur cet axe-là, cet axe Rhin, il serait relativement facilement atteignable d'arriver à 10% de consommation d'hydrogène sur cet axe, donc Anvers, Rotterdam, La Ruhr, ce qui correspond, évidemment ça peut paraître optimiste, mais ce qui correspond à un tonnage annuel d'hydrogène entre 5 et 48 KT par an. Donc voilà pour le potentiel. Du coup, là, sur le schéma qui est à votre droite, vous avez tous les ports partenaires de ce projet Condor. Évidemment, le port de Rotterdam, Anvers et Duisbourg, donc dans la Ruhr, sont particulièrement actifs. Mais vous avez également tous les autres qui sont là. Et en fait, le port de Rotterdam a pris l'initiative de créer ce projet. Et ils essayaient de répondre à deux problématiques. Le port de Rotterdam est un port, comme vous le savez, qui est le premier européen, mais dont l'activité ne cesse de croître. Or, le problème, c'est qu'ils ont évidemment de plus en plus de camions pour sortir ou rentrer des marchandises, et là, ils arrivent à saturation. L'autre problème aux Pays-Bas, c'est que vous avez de gros problèmes de pollution au NOx. Énorme problème. Donc du coup, fort de ces deux points de friction, le port de Rotterdam souhaite transporter beaucoup plus de marchandises via le fluvial, mais le faire de manière zéro carbone, zéro NOx. Donc concrètement, hydrogène ou batterie. Et du coup, le port a constitué autour de lui un écosystème de plus de 40 partenaires. Je pense que la liste que j'ai mise là est même plus à jour, où vous avez vraiment à 360 degrés tout l'écosystème fluvial qui est actif sur ce secteur-là. Et ça a été extrêmement puissant pour activer le projet. Alors, sur cet axe justement, Anvers, Rotterdam, La Ruhr, vous avez à peu près 10 000 péniches qui circulent tous les ans. Là, l'objectif de Condor, c'est d'en passer 50 à l'hydrogène d'ici 2030. Donc, ce n'est pas énorme en soi, mais néanmoins, c'est quand même assez symbolique. Et l'idée, je ne sais pas si tu peux lancer l'animation. Alors, on a une petite animation, j'espère que ça marche, juste pour vous montrer un petit peu le principe. Donc, l'idée est en fait de faire du container swapping. Donc, votre hydrogène est stocké dans des containers, qui sont les réservoirs. Et ça fonctionne finalement comme une machine Nespresso. Quand la capsule est vide, vous la changez et vous en remettez une pleine. Donc assez simple. Et l'avantage aussi d'une péniche, c'est que contrairement à des camions, vous n'avez pas besoin de développer des centaines de stations-service. Là, sur l'axe dont je vous parle, il suffit d'avoir quelque chose, par exemple à Anvers et à Duisbourg, et là, vous couvrez les besoins. C'est ça qui est intéressant. Pour vous donner aussi une idée des volumes, une barge qui va faire Rotterdam-Duisbourg, aller-retour, ça va consommer 1,2 tonne d'hydrogène. Donc aussi pour des énergéticiens comme nous, c'est très intéressant, parce qu'un camion, en général, c'est 50-80 kg. Voilà, donc ce projet est très vraiment très intéressant et très actif. Et l'autre élément, c'est que là, vous avez une simulation par ordinateur, mais ça marche déjà. Il y a déjà 2 bateaux hydrogène qui circulent, dont un qui est dédié pour Nike. Et ce qui est très intéressant, c'est que effectivement, le total cost of ownership d'un bateau hydrogène est supérieur à celui d'un diesel, bien sûr. Mais quand vous ramenez ça à ce que ça coûte au donneur d'ordre, donc typiquement Nike, c'est quelques centimes sur une paire de Jordan. Donc pour eux, pour le donneur d'ordre final, en fait, c'est totalement gérable. Voilà un petit peu sur le projet en introduction. Je ne sais pas si après vous avez des questions. Mais sinon, on passe au... Ouais. En tout cas, merci pour cette première présentation rapide et synthétique. Donc, ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que dans ce projet-là, dans cet écosystème, vous avez déjà identifié des donneurs d'ordre. Ouais. Et donc, vous pouvez... Il n'y a pas juste un bateau. Il y a un bateau avec une marchandise et des clients déjà derrière pour financer aussi ce bateau avec un besoin, quoi. Ouais, ça répond déjà à un besoin. Ouais, donc il y a déjà 2 bateaux qui fonctionnent actuellement. Il y en a 3 autres qui sont en cours de construction. Il y en a 2 autres qui sont... Pardon. Ouais, c'est oui. Merci. Merci Angèle. Oui, donc il y a donc 2 bateaux qui circulent déjà actuellement avec cette technologie de swapping. Il y en a 3 autres, je crois, qui sont en cours de construction. 2 autres en rétrofit. Et qui seront donc du coup actifs dès début 2025. Et il y en a encore d'autres qui sont dans le pipe de ces bateliers avec des clients effectivement identifiés.
C'est très bien, ça va être du coup pour toi. Et donc là, on quitte, on revient du coup en France avec l'étude MERS présentée par Bérangère. Merci Maxime. Donc MERS, c'est l'acronyme pour Méditerranée Rhône-Saône. Donc effectivement, on revient en France et plus particulièrement sur les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors j'ai toujours le bateau, moi. Un beau bateau. Donc on a lancé dans le cadre de France Hydrogène, on a lancé une réflexion sur cette vallée Méditerranée-Rhône-Saône. Alors pourquoi on a lancé cette réflexion sur ce périmètre? Replaçons-nous il y a quelques années maintenant, dans le cadre de la stratégie nationale hydrogène, on a beaucoup parlé de la notion d'écosystèmes territoriaux avec la mise en place de ces écosystèmes hydrogènes où on cherchait à adapter production et consommation pour avoir les usagers et les consommateurs dans un même territoire géographique et éviter d'avoir soit de la surproduction en hydrogène, soit la surconsommation en hydrogène à des endroits donnés. Et ça a donné naissance à des écosystèmes. Et on a eu une région Auvergne-Rhône-Alpes qui a été particulièrement motrice dans le cadre de ces écosystèmes avec la Zero Emission Valley qui a été un projet lauréat d'un call européen qui avait pour ambition de développer une vingtaine de stations hydrogène et des milliers de véhicules hydrogène, donc un sujet plus autour de la mobilité et une région qui a été vraiment en avance de phase sur ces sujets-là. Et un peu plus au sud, une région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui, elle aussi, a développé son propre écosystème hydrogène, cette fois-ci plus drivé autour de l'industrie, avec un enjeu fort de décarbonation de la zone de Fos. Et donc, on a vu se densifier un certain nombre de projets de production et de consommation d'hydrogène sur le territoire de Fos. Donc ça, c'est des démarches qui ont eu lieu entre 2018 et 2023. Et 2023, on a eu un certain nombre d'éléments qui nous ont amenés à avoir une vision un peu plus globale de ces écosystèmes, avec d'une part l'annonce par le président Macron du projet Barmar, donc du projet Barcelone-Marseille. C'est un projet de pipe offshore d'hydrogène pour connecter Barcelone à Marseille et à terme pouvoir alimenter le marché européen à partir de production d'hydrogène qui pourrait venir de la péninsule ibérique. Donc là, on commence à aller dans une autre dimension du marché de l'hydrogène. Concomitamment, on a GRT Gaz et RTE qui publient une étude au niveau national sur l'intérêt de développer des pipes hydrogène par rapport aux enjeux de la flexibilité électrique et qui montre que développer ces pipes connectés à des stockages de grande capacité présente vraiment un intérêt pour le système énergétique. Et donc là aussi, on commence à se rendre compte qu'on transcende la notion de l'écosystème de territoire pour avoir une vision un peu plus large de l'ensemble. Et au milieu de tout ça, on a des industriels qui commencent à se poser des questions sur l'arrivée de ces grands projets d'infrastructure. Est-ce qu'il faut attendre ces projets ou au contraire, est-ce qu'il faut y aller? Comment mon coût de l'hydrogène va évoluer dans cette dynamique d'interconnexion? Et au sein des délégations France Hydrogène Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a eu ce genre de questionnement-là, ce qui nous a amené à pousser cette étude le long de l'axe Méditerranée-Rhône-Saône. Axe Méditerranée-Rhône-Saône qui peut aussi avoir une autre signification dans d'autres cercles d'influence, puisque là encore, donc, le président Macron a fait, il y a 2 ans maintenant, une annonce sur le fait qu'il voulait faire le grand port fluvio-maritime Lyon-Marseille. Et il a créé, au sein des services de l'État, cette approche de l'axe Méditerranée-Rhône-Saône. Donc là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus étatique et gouvernemental, mais qui se pose des questions sur la planification le long de cet axe. Comment on peut aller vers ce grand port fluvio-maritime et faire le pendant d'Aropa dans le nord-est de la France. Donc c'est une démarche finalement qu'on a lancée au sein de France Hydrogène avec les acteurs du monde économique, mais qui est menée en parallèle de cette réflexion menée par l'État.
Donc pour lancer cette réflexion, on a créé un comité de pilotage avec les deux délégations France Hydrogène, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. On y a associé le Grand Port Maritime de Marseille, le GPMM, la CNR et puis donc GRT Gaz pour avoir un comité de pilotage autour de cette étude. Étude qui a été financée par France Hydrogène et qui avait vraiment pour ambition d'étudier quel est le marché potentiel le long de cet axe Méditerranée-Rhône-Saône, que ce soit en termes d'usage et à l'horizon 2030 et 2050, et de mettre au regard de ces usages la production telle qu'elle est identifiée aujourd'hui. Quels sont les projets de production identifiés? Et puis vous l'aurez compris, l'idée c'était de faire un peu un jeu d'équilibre pour voir où on en était entre production et usage et voir s'il y avait ou non des déséquilibres le long de cet axe Méditerranée-Rhône-Saône. Si on passe maintenant sur les grands apprentissages de cette étude, donc un premier point important, c'est qu'on est sur un axe qui est particulièrement significatif au regard des enjeux nationaux, puisque si on ne regarde que les usages, cet axe Méditerranée-Rhône-Saône concentre 30% de la consommation nationale d'hydrogène bas carbone telle qu'elle a été identifiée par France Hydrogène. Donc on voit qu'on est sur deux régions qui sont significatives en termes d'usage hydrogène. Sans surprise, on voit qu'il y a des usages importants drivés par l'industrie, notamment l'industrie lourde, sur le bassin de Fos-Marseille. Et puis, un autre élément intéressant, c'est que quasiment l'intégralité de cette consommation, elle est vraiment le long de l'axe. Donc en fait, on parlait des deux grandes régions initialement, mais finalement, on voit que c'est très concentré le long de l'axe. Et donc, il y a une vraie réalité à cet axe Méditerranée-Rhône-Saône. En termes de production maintenant, donc on est sur un bassin qui est aussi très dynamique en termes de projets, puisqu'on a aujourd'hui 4 gigawatts de projets de production d'hydrogène identifiés sur ce grand axe, qui représente de l'ordre de 6 milliards d'euros d'investissement à terme. Et on parle de 40% du pipe national sur la production d'hydrogène. Donc là encore, on est sur si on regarde les sujets de production, on est sur un axe qui est particulièrement significatif. Et donc sur cette slide, on a mis au regard le potentiel de consommation 2030 et les perspectives 2050 avec les projets de production tels qu'ils sont identifiés aujourd'hui. Et donc, ce qu'on peut retenir de cette slide, c'est qu'il y a une grande partie du marché qui est drivée par l'industrie lourde, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est la sidérurgie. Et après, on a un usage aussi qui est particulièrement important sur les carburants synthétiques. Donc ça, je pense que tout le monde a bien vu qu'en ce moment, il y avait une grande dynamique sur ces marchés-là et ça se confirme le long de l'axe Méditerranée-Rhône-Saône. Ce qu'on retient aussi de cette mise en regard entre consommation et production, c'est qu'en 2030, on a des projets de production qui couvrent les besoins de consommation en hydrogène. Par contre, il y a un déséquilibre qui se crée à l'horizon 2050, puisqu'on a 332 000 tonnes, donc c'est la petite carré blanc, qui ne sont pas couverts par des besoins par des projets de production aujourd'hui. Et donc, ça laisse la porte ouverte pour de nouveaux projets de production d'hydrogène, de la densification de projets de production d'hydrogène existants, et ça ouvre aussi des perspectives sur l'import et l'export. Ce qu'on a aussi appris de cette étude, c'est qu'il y avait des grands déséquilibres entre le bassin lyonnais et le bassin marseillais. Et ces déséquilibres se confirment à l'horizon 2030 et 2050. Et dans les deux cas, on n'a pas suffisamment de production identifiée pour couvrir les usages. Et donc, le long de l'axe, on aura besoin d'hydrogène supplémentaire à l'horizon 2050 pour couvrir ces usages qui ont été identifiés. Et donc ceci amène la réflexion des réseaux. Quels sont les réseaux nécessaires pour connecter ces grands bassins et avoir une logique globale autour de cet axe. Et donc, on a estimé que l'ensemble des réseaux nécessaires à venir ou existants étaient de l'ordre de 600 km pour connecter l'ensemble des projets sur ces deux grandes régions administratives, couplés à des capacités de stockage de grande capacité, puisque ces deux grandes régions ont la particularité d'avoir des stockages salins convertibles à l'hydrogène de grande capacité, à Étré, à côté de Bourg-en-Bresse, pas très loin de la Bourgogne-Franche-Comté, et à Manosque, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et ces infrastructures, elles seront nécessaires pour assurer le rééquilibrage, finalement, entre ces projets et cette répartition géographique.
Donc pour conclure avec cette présentation très succincte de l'étude, donc on est vraiment sur un territoire, l'axe Méditerranée-Rhône-Saône, qui est significatif pour le marché hydrogène, avec, comme je vous le disais, un potentiel de 30% de la consommation nationale d'hydrogène bas carbone concentré sur le territoire, 4 gigawatts de projets et 600 km de canalisation. Aujourd'hui, ces résultats, on les a portés auprès de l'État pour justement alimenter la démarche de l'État sur l'axe Méditerranée-Rhône-Saône. Et on y a trouvé vraiment un écho très favorable et on a trouvé des synergies envisageables entre nos deux approches, donc celle plutôt portée par le monde économique sur l'hydrogène et puis celle portée par l'État. Sous l'angle, l'État il cherche en fait à planifier quelque part l'activité le long de l'axe Méditerranée-Rhône-Saône. Donc ils ont eu un premier exercice sur la recherche du foncier disponible sur ce grand axe. Et donc là, ils vont entrer dans une deuxième étape sur quelles sont quelles sont les énergies dont on doit avoir besoin sur ces fonciers pour que l'industrie ou d'autres usages puissent s'implanter. Et donc, c'est là où on a vraiment une coordination. Et donc, ils nous ont demandé vraiment de participer maintenant à leur comité de pilotage pour qu'on puisse bien identifier ensemble où est-ce qu'il est pertinent demain d'avoir des nouveaux projets de production d'hydrogène au regard du foncier disponible, de l'électricité disponible et accessible, où est-ce qu'on peut s'implanter facilement, sachant que sur Fos-Marseille, ça devient de plus en plus compliqué d'avoir accès à l'électricité vu la saturation des réseaux et des moyens de production d'électricité. Tout ça couplé avec les connexions au stockage de grande capacité qui offrent vraiment de la flexibilité au système. Je vous remercie pour votre attention. Merci Bérangère. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors avant de passer la main, finalement on continue le Tour de France et on va arriver bientôt à côté de 7. Mais je rebondis sur le chiffre du potentiel de 30% de la consommation. J'ai en tête aussi une étude de 2022 de France Hydrogène qui parlait, et je fais le lien avec les ports qui est quand même aussi notre thème, d'un potentiel de production justement de 30% du besoin national. Donc là en gros on se dit que potentiellement les ports pourraient alimenter ton écosystème en entier. Ok. Donc du coup, j'enchaîne tout de suite avec le projet Hydromer et Corentin. Alors, on m'a donné un micro que je peux faire passer. Du coup, peut-être je peux le laisser là-bas. Sinon, vous avez le. Voilà, c'est tout. Et la zapette. Voilà. Alors bonjour à tous, moi je suis Corentin de Castecar, je travaille donc pour la région Occitanie au sein de la direction de la mer et j'ai suivi le projet Hydromer qui est un projet sur la construction d'une drague aspiratrice en marge, donc un navire de travail qui permet l'entretien des ports régionaux. Hydrogène, hybride, donc en fait c'est un navire qui fonctionne actuellement, qui a une construction, une architecture diesel électrique. Ça veut dire que la production d'électricité actuellement est effectuée grâce à des moteurs diesel, on va dire relativement conventionnels, hormis que c'est des moteurs qui sont très performants et qui fournissent de l'électricité pour le fonctionnement de la drague. Et si on l'a dit qu'elle est hybride, que je suis là aujourd'hui, c'est que dans les prochains mois, et il y a déjà beaucoup de travail qui a été fait dessus depuis maintenant plusieurs années, on intègre une pile à combustible qui sera une pile à combustible de Hélion. Ça va être la première pile à combustible marinisée en France et probablement, en tout cas de ce type-là au monde, c'est à peu près certain, pour un usage professionnel. Donc je suis vraiment sur un projet qui est très concret. La photo que vous voyez, c'est pas une image de synthèse, c'est une image qui date d'il y a à peu près 6 mois. Donc le navire, il a été livré en mars sur le port de Sète. On a fait le convoyage entre Concarneau et Sète fin février, début mars. Et donc ce que vous pouvez voir, en fait, je vais vous montrer d'autres photos derrière, sur le besoin. Je m'écarte un peu d'hydrogène, mais initialement, c'est bien parce que la région avait besoin d'un navire pour effectuer ce travail. Il y en avait un ancien qui avait des mauvaises qualités, qui était dépassé d'un point de vue rendement. Donc d'abord, c'était un besoin d'avoir un outil qui nous permet d'entretenir nos ports. Après, la réflexion elle a été de se dire, on travaille sur les ports régionaux qui sont principalement Port-la-Nouvelle, Sète-Frontignan et le Grau-du-Roi. En parallèle de ça, plutôt en amont de ça, plus qu'en parallèle, je pense, c'est la région Occitanie qui a une politique d'être une des premières régions à énergie positive, donc avec de forts investissements sur les énergies renouvelables et sur le développement de l'hydrogène.
Dans ce cadre, il y a nos collègues ici présents de CARE qui ont déposé un projet et qui sont en train de construire un superbe électrolyseur à Port-la-Nouvelle, le projet IDOC. Et nous, finalement, on est des petits de tout ça. On est arrivé où on avait besoin de construire un bateau. La question était de se poser si on était capable d'utiliser de l'hydrogène. Au moment où on prend cette décision, où la région Occitanie prend cette décision en 2019, il était probablement un peu trop ambitieux de penser, imaginer, faire fonctionner un navire qui fait 70 mètres, ça pèse 2000 tonnes, un bateau comme ça. Au niveau des génératrices, on parle d'une puissance aux alentours de 1,4 mégas. Il n'y avait pas la maturité techno pour se dire qu'on allait faire un navire tout hydrogène. C'est pour ça que mon préambule, il casse un peu la baraque en disant qu'aujourd'hui, il y a des diesels. Mais c'est surtout qu'avoir un navire qui est full hydrogène à quai, ça ne marche pas non plus. Il faut avoir quelque chose qui fonctionne. Et dans notre cas, ce n'est pas du tout une généralité sur d'autres projets. Je ne veux pas dire que ceux qui testent le tout hydrogène ont tort du tout. Mais dans un navire qui représente ces puissances-là, je pense que c'est important. C'est quand même des navires de travail qui ont besoin de beaucoup de puissance. On ne pouvait pas faire quelque chose où on mettait de la batterie et de la pile à combustible. C'est bien pour ça qu'on a hybridé en mettant du diesel et de l'hydrogène. Au moins, on essaye déjà d'intégrer l'hydrogène. Actuellement, c'est un bateau qui réussit à fonctionner, parce qu'on l'exploite là, il fonctionne actuellement ce bateau. On se rend compte qu'en exploitation, on arrive à avoir des consommations qui vont varier entre 500 kg et 800 kW. Et la pile à combustible dans le contrat, et ce qui est prévu, ce qui est en train d'être construit, elle est en train d'être marinisée, elle va développer 200 kW. Donc on peut largement, vous faites les calculs, en gros, ça va représenter entre 30 et 40% de la production nécessaire à bord du navire. J'ai pas des aussi beaux dessins que mes collègues d'avant. On est donc sur un écosystème. Ça me semble important dans le fonctionnement et en tout cas pour nous dans la réussite du projet, c'est que c'est vraiment du local. Il y a un projet qui s'appelle Windoc, mais à la limite, il y a un projet, des projets d'énergie renouvelable en région, que ce soit de l'éolien offshore ou du terrestre, qui viennent alimenter un électrolyseur. Et nous, ça tombe bien, on entretient le port sur lequel l'électrolyseur est construit, et donc on vient se fournir directement à la source. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'essentiel dès la jeunesse du projet. C'est qu'on a bien une fourniture d'hydrogène qui est locale. Après, peut-être que ça reste une bonne solution de le faire venir de l'autre bout du monde, mais j'ai un doute. Là, on a quand même un fonctionnement où notre navire consomme un hydrogène qui est produit à moins de 100 km. Quand on travaille dans le port de Port-la-Nouvelle, là, ça bat tout parce que c'est à 100 mètres, donc on ne peut pas faire plus court. Et quand on travaille dans le port de Sète, on pourra faire acheminer les conteneurs, parce que je n'ai peut-être pas dit en préambule, mais c'est du swapping, comme le collègue de Engie tout à l'heure. Et donc, on peut faire acheminer des conteneurs. Pour le moment, le plus simple, ça va être par le routier, mais on pourrait très bien imaginer le fluvial ou le ferroviaire ou même le maritime. Mais toujours est-il qu'il faut ramener la boîte là où on est, puis on fait le transfert, comme sur les péniches qui ont été montrées tout à l'heure. Là, c'est vraiment du concret. Ce que vous voyez en rouge, c'est ce qui est encore à l'état de design, mais qui a bien évolué. Donc, en haut à gauche, on a la pile à combustible. C'est un conteneur 15 pieds high cube. Donc, en français, ça veut dire qu'il est un peu plus haut que la majorité des conteneurs. C'est surtout la hauteur qui est différente. 15 pieds, ce n'est pas hyper normé. Normalement, c'est quand même principalement du 20 pieds. Le fond de tout ça, c'est qu'on était parti sur un conteneur de 10 pieds. Et en fait, il y a quand même beaucoup d'équipements au niveau de la pile à combustible et que l'intégrateur a fini par se résoudre à dire qu'il mettait 15 pieds. Et donc, nous, sur la taille de notre navire, ce n'était pas trop impactant. Donc ça, c'est la pile à combustible. C'est le conteneur qui intègre la pile à combustible. Dedans, il y en a 2, en fait, de piles à combustible. Et en sortie de convertisseur, il y a 200 kW. Je précise sortie de convertisseur, c'est un peu technique, mais en fait, quand on est dans un opérateur, qu'on utilise ça, nos moteurs, qu'ils soient diesel ou autres, les puissances sorties des moteurs ou des génératrices, c'est acté pour tout le monde. Tout le monde sait que c'est au niveau de l'arbre qu'on prend la puissance. Quand on va voir un constructeur, tout le monde nous parle de la même puissance. Quand on achète une voiture, si elle fait 100 chevaux, ça va être 100 chevaux qu'on aille chez Volvo, chez Mercedes ou chez Dacia, peu importe, c'est 100 chevaux. Quand on va voir un fournisseur de piles à combustible, il ne nous parle jamais de la même puissance. Donc dans notre cahier des charges, il a été important d'être capable de comparer les puissances, parce qu'ils peuvent nous dire ce qu'ils veulent. Ce qui compte, en tant qu'utilisateur, c'est combien on a d'énergie d'utilisable. La pile, elle produit plus, mais il y a déjà sa propre consommation. Moi, sa propre consommation, elle ne m'intéresse pas.
Donc c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je dis que c'est en sortie de convertisseur. Sinon, on n'était pas capable de comparer les offres qui nous étaient faites. Devant, il y a 4 grosses boîtes rouges. Donc ça, c'est plus classique. C'est des conteneurs 20 pieds. Et c'est dedans qu'il y a des réservoirs d'hydrogène. Donc, dans notre cas, c'est des réservoirs d'hydrogène comprimés. On va s'orienter plutôt sur actuellement, au départ du projet, on était sur 500 bars. On a un peu réduit. Là, on est sur du 350 bars. C'est aussi que pendant le projet, depuis 4 ans de travail, il y a beaucoup d'évolutions techno. Et ce que j'ai cherché à entourer en vert, qu'on ne voit pas très bien, en fait, c'est l'interface qui permet la liaison entre les conteneurs et le navire. Parce qu'au même titre que le swapping, ce qui a été présenté tout à l'heure, il faut bien réussir à venir connecter. Donc d'abord physiquement, c'est des twist locks, c'est des verrous qui permettent de bloquer les conteneurs sur le bateau pour pas qu'ils tombent. Mais après, il y a quand même toute une interconnexion. Je ne vais pas vous casser la tête avec tout ça, mais c'est très différent de transporter un conteneur sur un camion où on respecte la réglementation ADR, où là, on a un conteneur qui est passif. On ne lui demande rien, un conteneur, on lui demande juste Enfin, l'hydrogène, il est dans la boîte, on ne lui demande rien. Il faut juste être transporté d'un point A à un point B. Quand il arrive sur un bateau, à partir du moment où il est posé, nous, ça devient un local machine, et donc on change de réglementation. Et donc là, on arrive dans des trucs un peu marrants avec les affaires maritimes, le bureau Veritas et la réglementation sur comment on fait avec tout ça. Le conteneur, là, il est plus passif, il devient actif, parce qu'il doit avoir son propre système d'extinction, qui doit avoir, nous on appelle ça un déluge, mais c'est ce que vous avez dans, peut-être qu'il y a ça dans ces bâtiments, c'est des sprinklers, quoi, en fait. C'est pouvoir balancer de l'eau s'il y a un accident qui se fait. On doit être capable de consommer l'hydrogène, on doit avoir des capteurs pour avoir un certain nombre d'éléments, savoir les pressions qui sont résiduelles à l'intérieur, on doit avoir un peu de pneumatique pour pouvoir commander tout ça. Donc, ça devient compliqué. Et c'est ça qui est complexe actuellement, nous, dans la finalisation, c'est d'obtenir la certification et la marinisation de la pile à combustible. C'est dans les semaines, les mois à venir, si on est en cours de finalisation. Et là, on rencontre quelques difficultés pour obtenir la certification définitive des conteneurs de stockage. C'est ça qui nous entraîne un petit peu pour le fait que nous, on imagine et on reste optimiste sur le fait d'avoir un navire fonctionnel avec donc cette part d'hybridation hydrogène d'ici une grosse année, entre mi et fin 2025. Voilà. Non, je sais pas, annonce ce que tu veux, toi. Sans transition. Bonjour à tous, merci Corentin. Avant de se plonger dans l'écosystème occitan et de vous présenter le projet IDOC, j'aimerais revenir un peu sur une approche macro et notamment les enjeux du maritime aujourd'hui et la place de la France. La carte que vous pouvez voir donc, sur votre gauche, c'est les 10 principaux ports européens. Assez rapidement, on fait le constat qu'il y en a 2 qui sont français, donc Aropa, né de la fusion des ports du Havre, Rouen-Paris, en 2021, et Marseille-Fos. Et comme le disait Bérengère tout à l'heure, il y a cette volonté d'avoir un grand port fluvio-maritime qui remonte sur le Rhône. Finalement, la France a un rôle clé à jouer dans le transport maritime au niveau européen et international. Et lorsqu'on se plonge maintenant, on fait un focus au niveau français, on se rend compte qu'il y a ces 2 très gros ports qui, si on rajoute Dunkerque, font même 80% du trafic maritime du pays, mais il y a également une multitude d'autres ports assez importants à différentes échelles. Il y a notamment 17 ports d'intérêt national qui sont aujourd'hui gérés par des régions, et Port-la-Nouvelle en est un très bon exemple. Aujourd'hui, le port est détenu par la région Occitanie. Il est géré par une CEMOP, une société d'économie mixte, qui a donc à la fois des acteurs privés et publics dans son capital, et il y a également un certain nombre de ports gérés par des départements. Donc on voit finalement un millefeuille de ports différents, et donc à chaque port, son écosystème, ses acteurs, et donc il faut s'adapter. Et donc ça fait écho notamment à la présentation de Bérengère qui disait que environ 30% des usages hydrogène étaient sur l'axe du Rhône. Je crois que c'est à peu près les mêmes ordres de grandeur sur l'axe Seine, mais il y a finalement pas mal d'usages hydrogène qui sont concentrés sur les autres ports également. Une fois qu'on a fait ce constat, un des enjeux existentiels pour la filière du secteur maritime, c'est évidemment la décarbonation. Entre 1990 et 2022, on a eu quasiment un doublement des émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, le secteur s'est
près de 3% des émissions au niveau international. Si rien n'est fait, ce sera 10% en 2050. Donc il y a une nécessité de décarboner le secteur et d'après l'AIE et l'IRENA, de diviser par 5 les émissions, donc de passer de environ 700 millions de tonnes de CO2 équivalent à un peu plus de 200 millions de tonnes. Donc la tâche est colossale. Les axes pour le faire sont bien identifiés. Il y en a 4 principaux. L'efficacité énergétique, changer la forme des bateaux notamment. On voit les derniers navires de CMA, CGM qui ont une forme un peu particulière. C'est pour réduire la consommation en carburant. L'exploitation des navires, la réduction de la vitesse des navires, l'énergie, on y reviendra. Et enfin la construction des navires et leur fin de vie. Qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'ils ont vécu voilà. Sur l'énergie, il y a plusieurs axes sur lesquels il faut finalement miser. Le GNL, les biofuels, les e-fuels, qui sont le sujet aujourd'hui dans lequel on intègre l'hydrogène, la voile, l'énergie éolienne, et la captation de CO2 qui est aujourd'hui à un stade de maturité technologique moins important, mais qui n'est pas à négliger. Et finalement, lorsqu'on se concentre sur le e-fuel, qui d'après l'IRENA permettrait jouerait 60% de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc ont un rôle clé à jouer dans la décarbonation, on se rend très rapidement compte que les besoins en hydrogène vont être faramineux. Aussi bien pour la consommation en hydrogène gazeux, c'est le cas du projet Hydromer, en hydrogène liquide, il y a un certain nombre de projets qui sont en développement actuellement, mais aussi pour les e-fuels. On parle beaucoup de e-méthanol en ce moment, puisque les grands armateurs font des commandes de porte-conteneurs qui ont vocation à fonctionner au méthanol. Une tonne de méthanol, c'est 0,2 tonnes d'hydrogène qui sont nécessaires pour le produire. Et les enjeux sont les mêmes sur l'ammoniac et le méthane. Pour vous donner un peu des ordres de grandeur, là, les derniers navires commandés par Maersk, qui sont à peu près de 15 000 unités équivalent 20 pieds, donc de 15 000 conteneurs, s'ils fonctionnent à 100% au méthanol, c'est environ 50 000 tonnes de méthanol consommées par an. Donc si on divise par 5, ça donne 10 000 tonnes d'hydrogène nécessaires pour un navire. C'est tout simplement faramineux. C'est environ 70 MW d'électrolyse qui tournent en baseload, en continu, pour alimenter un navire. Donc ça donne un peu l'ampleur de la tâche. Une fois qu'on a fait ce constat-là, évidemment, il faut déployer des projets concrets. Sinon, on ne sert pas à grand-chose. Et CARE, en tant qu'ETI française, a un rôle clé à jouer parce qu'elle est capable finalement de mener des projets à risque, je dirais, et des projets innovants sur une filière qui n'est pas encore mature. Et le projet IDOC est une très belle illustration. C'est l'implantation d'un électrolyseur de 45 mégas de capacité sur le port de Port-la-Nouvelle, qui vise à alimenter donc la drague Hydromer, mais également des industriels, des stations hydrogène pour les poids lourds. Et donc, c'est profiter de l'écosystème portuaire pour en faire un projet plus conséquent et alimenter tout le territoire en hydrogène. Et également en oxygène, potentiellement. Donc, le projet aujourd'hui, il est en phase de construction assez avancée. Les bâtiments, ils sont déjà construits. Les électrolyseurs sont réceptionnés. Il faut maintenant les assembler. Donc, on espère que lors de sa mise en service, ça devrait être le premier projet français de cette capacité-là à voir le jour. Et donc évidemment, le travail avec la région Occitanie est clé. Et finalement, mettre en œuvre cette première drague à hydrogène en France, ça illustre bien la notion d'écosystème dont on discute aujourd'hui. Je vais essayer avec le micro. Alors, merci aux intervenants. Merci également à l'organisateur d'avoir effectivement mis dans cet ordre-là les interventions. Donc, Maximilien Lemaine, Région Bretagne. Donc, moi, on m'a demandé de prendre un peu de hauteur sur cette approche écosystème à l'échelle région, à l'échelle d'une région, la région Bretagne. Alors, c'est moi qui passe les slides, pardon. Donc, juste effectivement, pour rebondir sur ce qui a été dit par mes prédécesseurs, la vision écosystème en Bretagne, elle repose aussi sur le projet commun, donner un sens au projet. Ce qui vient d'être dit par Louis, c'est le contexte de la décarbonation du shipping. En particulier, on a des objectifs de décarbonation. La Bretagne, c'est la Manche, l'Atlantique.
20% du trafic, du shipping mondial passe par la Manche, c'est notre corridor. Il faut le décarboner. Donc notre projet, il est là-dessus. Au même titre qu'on a un corridor sur l'axe Rhône, on va avoir un corridor sur le maritime. Et donc l'objectif qu'on s'est donné, c'est de spécialiser finalement notre écosystème dans une aventure filière. Créer une filière pour répondre à cet enjeu de décarboner sur toute la chaîne de valeur de la production aux usages, et commencer par les usages. Donc juste 2-3 slides pour vous dire que notre approche écosystémique s'inscrit dans le très court terme, dans le moyen terme, mais aussi sur le très long terme pour donner ce sens. Donc on a une feuille de route qu'on a votée en 2020, qui a fait des petits depuis 3 ans. Il s'agissait de financer des premiers écosystèmes locaux qu'on a appelés des boucles locales hydrogène, avec cette idée de pouvoir maîtriser de bout en bout les process de produire en local, de consommer en local. Alors on a appris de ça, il y a 4 ou 5 écosystèmes maintenant ancrés qui sont nés sur cette approche décentralisée de la notion d'écosystème à l'échelle très locale, donc plutôt à l'échelle d'agglomération, autour de stations, mais avec une production locale. Et puis un deuxième axe qui consistait à financer toutes les briques de la chaîne de valeur d'usage, notamment dans cette spécialisation sur le maritime. Et c'est pour ça qu'on a essaimé un certain nombre de projets dans des études, dans des briques techno et maintenant dans des projets de navires. La drague fait partie quelque part de cette ambition de pouvoir mobiliser une filière sur les chantiers navals pour pouvoir être en capacité de produire finalement ces briques d'usage sur le maritime. Partie de Concarneau pour opérer chez vous. Voilà, dans une histoire aussi d'interrégionalité et d'écosystèmes qu'on voit à plusieurs échelles, évidemment. Donc, juste pour dire que derrière, c'est évidemment plein d'entreprises qui travaillent pour ce sens-là. Donc, je ne vais pas rentrer dans la technique, puisque finalement, Corentin, tu nous as tout expliqué de bout en bout sur les problématiques des navires, mais juste vous illustrer que, voilà, on travaille... La première brique pour nous, c'est d'amorcer ces usages sur le maritime, et il faut bien maturer les technologies. Il y a plein de barrières. La première barrière, c'est le manque de réglementation. On n'a pas de réglementation en mer applicable, on n'a pas de procédure pour charger un navire. Nous, on ne travaille pas encore le swapping parce qu'on n'a pas des situations de navires qui représentent une opportunité d'avoir une charge par le pont supérieur. Ça va arriver. Donc on travaille des solutions, notamment sur le biberonnage classique, comme une station classique. Donc la région Bretagne, dans ce challenge-là aussi, s'engage à transformer sa propre flotte. Donc la région Bretagne, elle est armateur. Donc elle aide dans l'écosystème à prendre des risques pour d'autres armateurs privés qui, aujourd'hui, ne peuvent pas se lancer. On a vu, armateur région Occitanie amorce en Occitanie, on fait la même chose sur notre histoire, qui est l'histoire de la desserte des îles. 3 millions de passagers desservis chaque année par des petites navettes, mais aussi par des gros rouliers. Donc avec toute une opportunité de développer des briques techno et une histoire de technologie segment par segment de taille de navire. Navires passagers, mais aussi des navires techniques, des navires de logistique, on va parler de l'offshore tout de suite, mais aussi des choses tout à fait pratico-pratiques et concrètes aujourd'hui, la petite pêche et aquaculture, avec un premier POC, un premier test dès juillet, d'ailleurs c'est le 5 juillet, un premier rétrofit de barge amphibie que vous voyez derrière moi, qui va faire des ronds dans l'eau au Vivier-sur-Mer. Donc ça s'initie comme ça. Alors pour prendre un peu de recul sur la technique et plutôt sur la méthodologie de mise en place, donc ce que je vous ai dit, c'est qu'on l'abordait à la fois sur le long terme, sur le moyen terme, mais sur le court terme. Il faut pouvoir toucher du doigt et tester réellement l'hydrogène. Alors on n'a pas eu un grand plan de station-service sur le routier. Par contre, on a aussi profité du fait que la région Bretagne, elle est aussi propriétaire des ports, 22 ports. Et dans nos ports, on a... alors nous, c'est 7 millions de tonnes de fret pour nos 3 principaux ports, Brest, Lorient, Saint-Malo. C'est les communautés des petits ports, mais qui doivent décarboner. On a les très très gros ports qui concentrent un certain nombre d'enjeux de décarbonation, mais on a aussi tous les autres ports d'Europe qui eux aussi sont confrontés à la nécessité de décarboner toutes ces petites flottes qui sont gros de la troupe.
En Manche, c'est 800 bateaux jour, mais c'est 1500 bateaux de pêche. Les bateaux de pêche, il faut aussi les décarboner. Donc, en attendant l'arrivée de ces bateaux qu'on construit, eh bien, on s'occupe, on ne fait pas rien dans les ports. Ce qu'on a proposé, c'est de mettre un système de location à disposition de stations qu'on va faire tourner dans les ports pour l'usage de cas réels de maintenance et de logistique portuaire. Donc, quelque part, on offre une possibilité de tester des véhicules qui ne sont pas toujours matures. Hein. Il y a aussi cette difficulté, c'est le manque d'offres en termes d'engins, en l'occurrence portuaire. Donc on a pris l'égide de faire tourner une station dans nos différents ports pour apprendre des procédures, qui fait quoi, comment ça se passe, en attendant l'arrivée de ces navires. Mais côté navire, on travaille avec les armateurs. Donc là, on réunit des armateurs justement pour croiser finalement nos objectifs projets. On a des armateurs qui portent des projets de navires d'hydrogène gazeux, nous, la région, sur nos premiers navires. Il y en a d'autres, mais aussi sur l'hydrogène liquide pour les plus gros navires. Et là aussi, on a besoin quelque part de se synchroniser. C'est ça aussi l'écosystème, c'est se coordonner pour arriver au point d'horizon d'un barissant d'une station qui apporte de l'hydrogène liquide en l'occurrence. Donc je vais passer très vite, mais une fois qu'on a animé les acteurs, qu'on aide aussi le développement technologique pour pouvoir sortir des premiers navires et montrer la voie, il faut des infrastructures. Donc là, on investit des infrastructures sur nos différents ports. C'est le cas de Vannes avec le premier bateau de la région Bretagne pour l'horizon 2026. Lorient aussi, que je n'oublie pas, et je sais qu'ils sont dans la salle Lorient Agglomération. 2 Transrad passagers pour l'horizon 2027, avec aussi l'enjeu d'avoir une station-service opérationnelle pour ce rendez-vous-là. Brest, qui va lui plutôt... alors Brest, région Bretagne, est actionnaire principal de la SAS Brest Sport, qui va consacrer un budget très important aussi pour le développement d'e-fuel, et dans lequel l'hydrogène va prendre une place très importante, et notamment l'histoire de l'hydrogène liquide. Je reviendrai dessus. Donc il faut avoir de l'hydrogène renouvelable, local, pas loin. C'est ce qu'on commence à faire. On a notamment Life qui a investi au centre Bretagne pour irriguer plutôt les zones logistiques terrestres, mais qui aujourd'hui fait la réalité des approvisionnements pour des bateaux là demain matin. Demain, la question, enfin c'est aujourd'hui la question, mais pour arriver demain, produire au port. La question, elle est de produire au port pour diminuer les logistiques, mutualiser les coûts et optimiser finalement le coût de production et la mise en place, en particulier quand on va parler d'hydrogène liquide. Et derrière, tous les impacts, dont l'impact effectivement environnemental. Donc je vais aller très vite parce que je suis le dernier, donc forcément il faut que j'économise un petit peu le temps. Maxime, n'hésite pas à me couper. En Bretagne, donc je vous ai parlé du court terme, du moyen terme avec ces infrastructures, mais on regarde aussi sur le très long terme. Donc Corentin, tu nous évoquais la production offshore aujourd'hui. Notre principal atout en Bretagne, dans l'Ouest d'une manière générale, puisqu'on est sur des façades avec la Normandie et les Pays de Loire, c'est notre ressource en vent. On a eu effectivement des annonces qui doivent être confirmées maintenant dans les politiques publiques, mais de parier aussi sur l'offshore. Et l'offshore, la moitié du potentiel offshore se situe au large de la Bretagne. On a un certain nombre de travaux qui consistent à justement planifier aussi l'arrivée de cette production offshore comme potentiel de production d'hydrogène, à terre mais aussi en mer. Et ça, derrière, ça soulève tout un tas de questions en termes de logistique de l'offshore. Il faut décarboner la logistique de la supply chain de la production offshore, hein, en clair, les navires pour faire de la maintenance. Quand on est à plus de 60 km, on ne revient pas au port, il faut rester là-bas, mais il faut décarboner ces navires. Mais on a aussi la question de la production en mer, avec tout ce que ça comporte comme logistique derrière, et de port d'accueil de cette logistique de transport de l'hydrogène. Ça, on le travaille aujourd'hui. Donc, petit zoom sur notre port de Brest, juste pour vous dire qu'un des choix qui a été fait sur Brest, qui est un port avec relativement peu de trafic aujourd'hui de conteneurs, mais qui se spécialise dans la réparation maritime. Donc, on a un des plus grands centres finalement de réparation navale dédié aux navires spéciaux, et notamment GNL, donc qui a apporté tout un trafic en son temps sur le passage au GNL, et qui ancre
finalement la filière dans le territoire aussi, avec les compétences qui sont là sur le GNL, sur cette construction. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi désormais aborder la question de l'hydrogène, et notamment l'hydrogène liquide. Donc les investissements qui sont consentis pour la transformation de ce port-là en particulier intègrent finalement ce défi-là, défi d'infrastructure, mais aussi défi d'accompagnement à la transition du GNL vers les e-fuels, en commençant par l'hydrogène liquide. Voilà pour le panorama en Bretagne, qui s'inscrit évidemment dans des schémas complémentaires aux approches des écosystèmes de nos petits camarades. Alors, juste un mot pour dire justement l'importance aussi de ne pas avoir une approche que très locale. Le coup d'après, c'est consolider et mutualiser. Donc on a une série de projets européens qui nous rassemblent des différents ports de la mer du Nord. Alors la Bretagne a la chance de participer maintenant au club des régions de la mer du Nord grâce au Brexit. Et donc ce qui nous a permis de contracter un certain nombre de partenariats dans des projets sur l'hydrogène dans nos ports. Donc on mise beaucoup là-dessus pour travailler les futures routes de l'hydrogène ou des e-fuels, mais aussi dans la coopération pour ces briques de solutions concrètes sur les ports, et notamment les petits ports. Et dernièrement, une entente, un rapprochement avec les Pays de Loire et la Normandie, justement pour préparer cette échelle des vallées d'hydrogène qu'attend l'Europe pour pouvoir derrière tout simplement chercher aussi un peu des subsides européens. Le nerf de la guerre, c'est aussi financer des gros investissements sur les infrastructures, mais peut-être aussi sur des plus gros démonstrateurs assez gourmands en euros. Voilà. Merci. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces présentations. On va poursuivre, restez éveillés. Je pense que vous avez beaucoup de questions à poser. Mais là, ce que je note du coup de ce Tour de France, de ces projets hydrogène, on a des écosystèmes avec différentes tailles où on va avoir un projet par exemple qui va relier plusieurs ports en Europe. On a une vallée de l'hydrogène. On va avoir deux acteurs qui sont voisins et qui vont justement fournir des services de l'hydrogène pour un bateau juste à côté. Ce bateau lui-même fourni finalement par Concarneau. Et on finit par la région Bretagne et toute sa façade finalement, qui, comme tu disais, qui ancre une filière et qui va réunir sur tout ce territoire tous les acteurs, production d'EMR, production d'hydrogène, usage. En tout cas, c'est très riche, c'est spécifique, mais ce sera l'occasion justement là, avec vos questions, d'aller peut-être un peu plus dans le détail. Donc j'ai préparé une petite liste de questions, au cas où, mais j'en suis sûr que dans la salle, vous êtes très motivés justement à profiter de la présence de nos panélistes. Donc n'hésitez pas, du coup, pour cette phase de questions-réponses, s'il vous plaît. Qui veut démarrer? Oui. Alors, peut-être, on tente sans micro, et si jamais, j'essaie de vous apporter le micro. Allez. Refueling, ou c'est aussi pour la navigation. Et puis je poserai la même question au projet donc sur la barge de Anvers à Rotterdam et puis ailleurs, qui je n'ai pas trop compris si elle naviguait sur des fleuves français. Enfin, du côté, elle navigue sur le Rhin, donc le Rhin est un peu mixte, voilà. Et est-ce qu'il y a aussi alors j'ai deux questions par rapport à cette barge-là. Est-ce que c'est une barge qui est uniquement dédiée pour naviguer sur des fleuves et quid des réglementations? Et est-ce une telle barge pourrait être utilisée, par exemple, pour transporter des matériaux dans un milieu plutôt maritime? Oui, il y a des trous dans la raquette partout, en fait, sur toute la chaîne, quand on refuel. Voilà, il faut pouvoir travailler avec les services de l'État pour autoriser finalement des architectures et des designs qui soient quelque part acceptés dans une compréhension de l'analyse des risques. Et ça se fait sur un projet bien défini, concret. Donc il faut avoir travaillé sa copie avant pour pouvoir avoir un oui, non, c'est pas possible, si on révisait ça.
Donc on travaille parce qu'il n'y a pas de cadre. Et on construit le cadre en avançant. C'est pareil sur les procédures, comment on procède finalement. Alors ça existe ailleurs, en Europe, il y a déjà eu des projets qui ont été faits, mais il faut le transcrire dans la procédure des affaires maritimes, des autorités de sûreté, de la préfecture in fine, du règlement du port, etc. Tout ça est à construire. Alors on le fait par mimétisme, il y a déjà des codes, il y en a sur le GNL en particulier, mais il faut pouvoir l'adapter à la technicité particulière de l'hydrogène. Un exemple, vous souhaitez avoir un navire qui se recharge en hydrogène et en même temps pouvoir opérer, c'est-à-dire décharger des passagers ou décharger du matériel. Aujourd'hui, on ne sait pas si on peut le faire. Donc il faut pouvoir l'étudier. Voilà, exemple. Donc, du coup, pour répondre à vos questions sur la partie fluviale et Nord-Ouest Europe, donc là, il y a 2 barges qui circulent. Et effectivement, c'est plutôt sur des canaux ou des fleuves entre l'Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique. Il y en a d'autres donc en construction. L'idée, c'est d'en avoir 50 d'ici 2030, au moins 50. En ce qui concerne le territoire français, donc Strasbourg fait partie de l'écosystème de Condor. À date, il n'y a pas encore de péniche hydrogène là, mais ça pourrait tout à fait venir. Mais surtout, il y a le creusement du canal Seine-Nord qui va connecter du coup Paris à tout cet écosystème d'ici 2030. Et c'est ça aussi qu'on a en tête, c'est que ça va vraiment définir un écosystème fluvial Nord-Ouest Europe, donc le nord de la France, y compris avec le Havre à repas, jusque Lille et ensuite la Belgique et les Pays-Bas et l'Allemagne. Et ça permettrait de transférer beaucoup de camions qui viennent de Rotterdam vers la France sur du fluvial. Et là, l'idée, c'est qu'on soit, nous, prêts à ce moment-là pour équiper des péniches en hydrogène pour avoir ce flux-là. En ce qui concerne le maritime, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, on a des discussions avec des opérateurs maritimes aux Pays-Bas pour avoir le même système aussi de container swapping en hydrogène gazeux ou en hydrogène liquide. Et en ce qui concerne tout ce qui est certification, on a les mêmes sujets. Effectivement, la certification européenne n'existe pas encore, mais elle est en cours de développement. Ok, merci beaucoup. De compléter un petit peu, c'est pourquoi vous posez la question sur la jonction fluviale et maritime? Non, parce que je pensais que potentiellement sur la zone Anvers-Rotterdam, il y avait des passages peut-être par la mer en fait finalement, parce que on a des systèmes un peu particuliers vers là-bas. Ouais. Et puis je me disais donc si on passe par là, c'est déjà adapté à de la navigation. Dans un cas comme ça, il faudrait demander exactement, mais c'est très probable que cette zone-là, elle soit considérée réglementairement comme une zone assimilée à du fluvial. Ouais. Parce que ce n'est pas la même réglementation quand c'est maritime et fluvial. C'est sûr que ce n'est pas la même réglementation entre les deux. Enfin, voilà, ce n'est pas les mêmes réglementations, et il n'y a pas de réglementation qui existe précisément pour l'hydrogène. Oui, tout à fait. Et puis, donc il y a du travail d'ici 2030. Quoi. Enfin, et puis pour les containers eux-mêmes, et pour les containers eux-mêmes, en fait, il faudrait du coup avoir 2 certifications, effectivement, fluviales et maritimes. Et si on veut avoir des containers qui fonctionnent pour les deux, c'est du coup beaucoup plus cher. Mais c'est néanmoins ce qu'on a en tête à terme. Ok, merci beaucoup. Et je voulais profiter pour j'avais promis de faire un petit peu de publicité pour MIT 2050, donc il y a un institut pour décarboner le maritime, voilà, et qui travaille avec finalement les affaires maritimes en particulier, pas que, justement pour identifier et solutionner par cas pratique ces trous dans la raquette. Donc n'hésitez pas aussi à vous rapprocher de MIT. J'ai une question aussi qui s'adresse finalement un peu à la Bretagne en particulier. Donc, pour ma part, je suis Lucille Bouton, Société Enosis. Est-ce que, donc là, on a vu les usages de l'hydrogène et qui nécessitent finalement des changements technologiques sur les navires. Est-ce que vous avez imaginé aussi un usage de l'hydrogène qui consisterait à finalement récupérer le CO2 issu des méthaniseurs pour le convertir en e-méthane et en substitution au méthane renouvelable et qui permettrait de limiter les modifications sur les navires en récupérant tout ce CO2 qui aujourd'hui n'est pas exploité. Est-ce que ça fait partie des scénarios que vous avez envisagés? Non. Non, en fait, il y a 2 sujets. Il y a la décarbo dans le navire
Et il y a la question de transformer du méthane biométhane en hydrogène. Donc, sur ce deuxième sujet, clairement, non. C'est-à-dire que ça a été posé comme question. Il y a vraiment des réflexions et c'est des sujets qui sont traités par des industriels et qui avancent. Par contre, le choix politique qui a été fait dans la feuille de route bretonne, c'est de partir sur l'hydrogène renouvelable, en tout cas ce qui est aidé par du subside public régional, avec un seuil à 3 kg de CO2 par kilo d'hydrogène, donc qui élimine de facto un certain nombre de procédés technologiques, même si on ne fait pas de sélection technologique. Après, l'idée évidemment de décarboner les navires, c'est d'être ouvert sur tout. On n'est pas que sur l'hydrogène, heureusement. Donc on travaille le vélique, la sobriété, des technologies qui permettent l'efficacité énergétique ou la décarbonation. Par contre, il n'y a pas de process en cours qui sont accompagnés dans ce sens-là, mais évidemment, on reste complètement ouvert à accompagner des démonstrateurs là-dessus. Il y a un gisement de CO2 qui est énorme avec les activités de méthanisation qui ont explosé ces dernières années et qui n'est pas exploité et qui pourrait permettre finalement une alternative avec, certes, on n'est pas sur du méthane renouvelable en tant que tel, mais on pourrait être sur un e-méthane qui a une origine CO2 biogénique. Alors effectivement, la Bretagne n'a peut-être pas encore saisi cette opportunité-là, mais c'est vraiment quelque chose qui est très regardé par la filière méthanisation. Comment on capte ce CO2 biogénique pour en faire d'autres molécules dont l'e-fuel pourrait faire partie. Ouais. Et donc cette semaine, il y a notamment une unité de méthanisation plutôt dans l'Est, dans la France, donc pas forcément pour des usages portuaires derrière, mais qui a été inaugurée avec cette brique techno de captation de CO2. Donc c'est vraiment quelque chose avec l'essor attendu de la méthanisation tel qu'il s'annonce, qui semble très prometteur. Ok, merci. Et juste pour rebondir là-dessus, et faire un peu de pub pour Engie, on a un projet un peu similaire comme ça, où on capte du CO2 pour faire de l'e-méthane. C'est un projet qu'on a au Havre pour CMA-CGM. Oui, je voulais rebondir sur le fluvial. Donc c'est peut-être une question pour Engie, puis Monsieur de Caquester, je crois. Alors moi, je suis de Pôle Énergie, c'est dans les Hauts-de-France, donc le canal Seine-Nord, ça m'interpelle forcément. Et on voit bien, enfin, dans les Hauts-de-France, sur le fluvial, on a surtout des structures familiales. Et on voit bien qu'il y a un énorme problème capitalistique pour convertir à l'hydrogène. Est-ce qu'on a des solutions ou est-ce que c'est la mort de ces artisans finalement ? Et est-ce qu'il ne faut pas à tout prix qu'on trouve des solutions ? Parce que ça risque d'être... si c'est la mort, avant la mort, il y aura des sérieux freins. Enfin, voilà, c'est là où on voit le lien avec du social d'une certaine manière, mais cette question me semble quand même très, très pertinente si on veut vraiment développer la décarbonation sur le fluvial et, comme vous l'avez dit, du Havre à Francfort. Oui, merci. Très, très bonne question. Alors, le creusement de ce canal Seine-Nord, c'est une superbe opportunité pour la décarbonation de nos transports, de marchandises. Mais ça veut aussi dire que vous allez avoir des sociétés hollandaises, belges, qui sont extrêmement professionnalisées sur ce secteur-là, qui vont débarquer en France et qui, effectivement, pourraient tuer la batellerie fluviale française. Donc, il va falloir s'y préparer aussi d'un point de vue capitalistique, formation, etc. Néanmoins, dans le cadre du projet Condor, on a travaillé sur le business model. Et donc l'idée du projet, c'est qu'il y ait une société qui soit créée à la fin du projet, qui va sourcer l'hydrogène, idéalement vert, mais bon, après on est pragmatique, ce sera peut-être du bleu pour commencer, qui va acheter des containers et qui va du coup fournir aux bateliers un système de as a service. C'est-à-dire que les bateliers, eux, n'ont pas à investir dans les containers, et y compris dans les piles à combustible, cette société pourrait elle-même prendre le CAPEX à sa charge. Et du coup, louer ça aux bateliers. Parce que même aux Pays-Bas, même en Belgique, où ces sociétés sont plus grosses que les françaises, effectivement, ils ont aussi un problème de CAPEX et de capacité d'investissement. Si je peux me permettre un complément, ça fait un peu écho aux deux questions. C'est qu'en fait, dans les deux cas, il y a la question de savoir si on est... Pour moi, je prends un peu comme ça, c'est est-ce qu'on fait les bons choix ? Est-ce que nous, pour Hydromer, on a pensé que c'était bien pour le conteneur, ça nous évitait de payer une station qui allait très cher pour avoir une station en local. Aujourd'hui, on est sur du pressurisé, sur de l'hydrogène sous pression.
Moi, j'en sais rien. Si dans 5 ans ou dans 10 ans, en fait, la solution, ce ne sera pas qu'on fasse tous de l'ammoniac ou du méthane. Ou, en fait, aujourd'hui, si quelqu'un est vraiment certain de ce qu'il faut faire, eh ben, qu'il le dise. Mais on n'en sait rien. Donc, il y a un point où on peut éviter de ne pas trop se planter, c'est ce qu'on espère avoir fait, c'est d'hybrider et que nos navires, parce que c'est plutôt mon domaine, eh ben, ils fonctionnent tous à l'électricité. Que, là, quand on parle des bateliers, bah, peut-être qu'un truc qui éviterait de faire des trop grosses conneries, c'est de leur dire bah, mettez des propulsions électriques. Parce que si demain, eh ben, la solution, il y a un super inventeur qui nous trouve la batterie qui révolutionne tout, eh ben, peut-être que ça ne sera pas l'hydrogène et qu'on aura des super batteries. Genre, on n'en sait rien. Et par contre, s'il a mis une propulsion électrique, eh ben, la modification de son navire, elle sera plus faible. Et là, nous, on a fait ce choix-là du conteneur. Nos collègues de Bretagne, ils essayent, parce que c'est nécessaire d'essayer, ils essayent de mettre le stockage sous le pont. Et ben, ce qui est important, c'est que nous, on essaye. On dépense de l'argent public, on bosse pour des régions. Il faut qu'on essaye. Au moins, ces deux trucs-là, il fallait les essayer. Donc là, vous avez un représentant de chaque, et puis on verra bien ce qui marche. Mais ce qu'il y a quand même d'intéressant dans le conteneur et dans l'électrification des navires de manière générale, c'est vraiment ce côté qu'on pourra changer. Donc j'espère, parce que moi je porte ça depuis 4 ans, j'espère que notre bateau, on avait fait le bon choix avec le conteneur, mais si on s'est vautré et qu'en fait il ne fallait pas mettre de l'hydrogène comprimé ou qu'il ne fallait pas mettre une pile à combustible à hydrogène, mais qu'en fait c'est de l'ammoniac ou autre, j'en sais rien, on pourra changer les conteneurs et le faire. Et donc dans 10 ans, il ne faudra pas racheter un bateau et tout casser. On devra changer une partie. Ça demande toujours des investissements, il n'y a rien qui est gratuit, mais ça ne va pas être 100%. Et donc, sur les gars qui se lancent sur du fluvial, qui font des remotorisations, moi, j'aurais quand même tendance à penser que choisir déjà une propulsion électrique et orienter les gens là-dessus, eh ben, on a quand même de fortes chances d'être capable, dès aujourd'hui et dans les années à venir, de switcher. Ça peut même aussi être une proposition pour dire, bah, aujourd'hui, vous n'avez pas l'argent pour pouvoir faire un investissement comme ça, donc jouez la fiabilité. Je vais peut-être dire quelque chose qui est aberrant, mais mettez un groupe électrogène dans un conteneur sur le pont. Et vous avancez comme ça les premières années tant qu'on y voit plus clair parce que vous n'avez pas les reins suffisamment solides ou pas. C'est pas les reins solides, c'est la capacité de prendre ce risque. Une région, elle peut plus se permettre qu'un entrepreneur privé. Moi, si j'étais pas de batelier, je ferais ça en tout cas. Ouais, je rebondis sur ce que tu dis, Maximilien. Justement, dans le projet Condor, c'est comme ça que le design des rétrofits est fait. C'est que effectivement, les moteurs sont électriques et la pile à combustible et les containers, ils sont sur le pont. Et tout à fait dans cette optique que tu décris, c'est qu'on ne sait pas si on a raison maintenant. Et par contre, ces bateaux, ils durent 20, 30, 70 ans. Et donc du coup, si jamais on s'est trompé, on pourra facilement basculer sur autre chose. Juste mettre des packs de batterie d'ailleurs, et les connecter au moteur, ou sinon passer au méthanol, à l'ammoniac. Ouais. Donc ça c'était très important d'avoir une vision flexible pour l'avenir, parce qu'on n'a pas encore la vérité. Ouais. Ce qui n'est pas facile à mettre dans un cahier des charges. Voilà. Bateau rétrofitable. Ouais. Voilà. Avant de passer à d'autres questions dans la salle, ça me fait rebondir. J'avais prévu de poser la question justement des facteurs clés de succès. Oui, pardon. Je me suis téléporté. Oui, vous interrogez sur les facteurs clés de succès justement de l'amorçage de la filière dans vos écosystèmes. Mais là, à entendre les différentes questions et réponses, il y a le terme aussi un peu test ou innovation qui me vient. Est-ce que vous pouvez peut-être commenter dans quelle mesure, si je dois formuler une question, dans quelle mesure vos écosystèmes sont finalement des écosystèmes pour tester, apprendre et mettre les premières briques techno, ou voire dans le cas de Condor H2, c'est aussi un autre modèle d'affaires, de proposition de service et pas juste acheter effectivement une solution. Vous pouvez commenter peut-être sur cet aspect-là? Je peux oui. Oui, tu as raison. Alors, il y a dans la partie innovation, tu as raison, il y a la partie vraiment techno, et il y a la partie aussi modèle d'affaires qui est très importante, et comment tu vas aller aussi chercher des clients. Parce qu'on ne va pas se voiler la face. Mettre de l'hydrogène ou de l'iméthanol ou ce qu'on veut, ça coûte beaucoup plus cher. Et derrière, il faut aussi avoir des clients qui soient prêts à payer 2-3 fois le prix pour le coût de transport. Donc, dans l'innovation, il y a aussi une partie désirabilité en fait de cette nouvelle type de propulsion. Et ça veut dire aller chercher des clients, faire beaucoup d'interviews, essayer de comprendre qu'est-ce qui est important pour eux pour qu'ils acceptent de passer sur des solutions décarbonées et payer plus cher. Donc on n'est pas que sur de la techno. C'est aussi pour ça du coup qu'on a fait effectivement cette innovation de business model, mais on n'est pas non plus sûr que cette innovation va fonctionner.
On l'a testé sur les deux bateaux en cours et aussi sur les prochains à venir. Mais on pourra éventuellement se tromper. On est vraiment dans du test and learn, totalement. Et c'est pour ça aussi que c'est important, même si on est des grands groupes, c'est important qu'on ait, ou des régions, c'est important qu'on ait vraiment une approche un peu start-up sur ces sujets-là. D'être en test and learn, d'être très agile, voir si on se plante, de suite changer, basculer, aller sur autre chose. Ce qui n'est pas évident quand on regarde les montants à investir. Mais voilà, il faut néanmoins avoir cet état d'esprit. Et c'est ça précisément qui n'est pas en adéquation avec ce qu'on nous propose côté certification et autorisation, parce que c'est, voilà, par définition, la certification, les procédures sont sur des choses fixes. Côté région, Bretagne, sur l'histoire de notre navette Île-d'Ars hydrogène sur le golfe du Morbihan, l'idée c'est aussi d'apporter une sécurisation pour des... Donc on est ce qu'on appelle off-taker, c'est les premiers qui amorcent, donc qui payent plus cher. Donc c'est un choix de politique publique de prendre ce risque-là, parce qu'on sait que derrière, il y a 12 bateaux identiques aux nôtres qui pourront à la fois profiter de notre infrastructure qu'on fait pour nous, notre station, elle sera là. Donc c'est un investissement dans cette filière, quelque part, qu'on fait, et pas uniquement un coût comptable, un bateau qui fait 2 fois le prix d'un bateau classique. Voilà. Mais c'est vrai que la collaboration publique-privée est essentielle pour faire émerger ce genre de filière. Vu que le public aura une dimension beaucoup plus du bien commun, là où une entreprise pourrait avoir tendance à être beaucoup plus court-termiste, pour dire les choses franchement. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ce genre de collaboration, et c'est même essentiel si on veut que ça avance. Ouais, si. Oui, on a beaucoup parlé des off-takers dans les écosystèmes portuaires. Il y a aussi la production en hydrogène, d'être en mesure en capacité d'apporter l'énergie dont auront besoin les off-takers dans le temps. On l'a vu, ça peut être parfois des structures qui peuvent être fragiles, même si vous offrez des solutions pour apporter de la pérennité. Et donc, d'un côté, il faut être agile et mode start-up, mais de l'autre, on a aussi besoin de planification quelque part, d'avoir de la vision, de la visibilité sur là où on va, quelles seront les contraintes, les incitations. Donc, bon, je pense que tout le monde a en tête ce contexte sur l'hydrogène en ce moment, mais ça reste quand même crucial d'avoir de la visibilité. Si on parle des infrastructures de transport d'hydrogène, on est persuadé qu'elles auront un rôle à jouer pour connecter ces écosystèmes, pour connecter ces producteurs et ces consommateurs d'hydrogène, mais pourtant on a besoin d'avoir de la visibilité sur quels seront les usages de demain, quel est le marché potentiel attendu, et donc là on a besoin de stabilité par rapport à ça et de vision quelque part. C'est ce que j'appelle moi la planification sur ces sujets-là. Donc être agile d'un côté tout en ayant de la planification de l'autre. Oui, je pense que les projets qu'on mène, ils sont particulièrement complexes. On voit que les risques, en fait, ils sont multidimensionnels. Il y a les risques financiers, il y a les risques off-tech, il y a un risque de technologie. Et que si chaque entreprise mène ses projets, ou même les acteurs publics mènent ses projets chacun de leur côté, ça ne marchera pas. Donc, à mon sens, un écosystème, c'est ça, c'est-à-dire des acteurs qui se mettent autour de la table, qui ont la capacité aussi d'être assez transparents sur certains sujets et de partager ce risque technologique, financier et autres. Parce que typiquement sur le projet IDOC, une société comme CARE n'est pas en mesure de porter tous les risques. On ne peut pas se dire on part sur une nouvelle technologie d'électrolyse, on part sur un seul marché d'off-tech qui n'existe pas aujourd'hui, on part sur une forme de financement qui n'existe pas aujourd'hui dans le secteur industriel. Il faut vraiment se partager ces risques. Il reste un petit quart d'heure. Bonsoir, Monsieur Claude Lamy, directeur de recherche émérite au CNRS, membre de France Hydrogène et membre créateur de la Fédération de recherche hydrogène du CNRS. Donc je voudrais rediscuter sur le point du combustible adapté au trafic fluvial ou maritime. Alors on a évoqué différents combustibles. Alors on a dit les e-fuels. Bon, e-fuel, ça veut tout dire. On a parlé du biométhane. La méthanisation. Alors, la méthanisation, c'est intéressant. On a du méthane. Qu'est-ce qu'on en fait? On le brûle directement? Non. On fait du vaporéformage
du biométhane. On obtient de l'hydrogène et du CO2. Quand on a du CO2 et de l'hydrogène, on peut faire des e-fuels. Alors, les e-fuels, ça ne veut rien dire. On parle du e-méthanol, c'est le premier. On fait ensuite les réactions de Fischer-Tropsch et on peut faire tous les hydrocarbures jusqu'au kérosène. Donc, les e-fuels, on peut le faire pour les moteurs diesel, donc des gazoles. On peut faire de l'essence et on peut faire du kérosène. Alors, il faut être réaliste. Tout ça, ça ne marchera pas. D'abord, les rendements énergétiques, ils vont être abominables. Et puis, disons, la complexité de ces combustibles, il faudra le mettre quelque part, en bouteille, en sous-pression, etc., dans des différents produits chimiques qui peuvent aussi le restituer, par exemple l'ammoniac, etc. Alors, pour revenir à tout ça, ce que je... Bon, je pose pas une question, je fais un commentaire. Je m'excuse, à mon âge, je fais plus de commentaires que de questions. Mais c'est quand même lié à ce que vous avez dit. Alors, je reviens quand même à un point évoqué. On peut faire du e-méthanol. D'accord? Et qu'est-ce que vous allez en faire comme combustible? Vous allez refaire de l'hydrogène avec? Non. Vous pouvez utiliser le méthanol dans une pile à combustible. Les piles à combustible à méthanol existent. Elles sont commercialisées par une société, je crois que c'est Smart Energy en Allemagne, pour quelques kilowatts. Hein. Bon, il faut évidemment, sur un navire, il faudra peut-être l'utiliser pour des accessoires, mais peut-être ensuite monter en puissance. Bon, il faut peut-être penser aussi à d'autres combustibles que l'hydrogène dans une pile à combustible. Bon, voilà ce que je voulais dire. Hein. Je ne sais pas si vous avez une réponse à ça, parce que c'est tellement vaseux que... bon. Ah, mais vous avez raison. Tous les hydrocarbures, il y a de l'hydrogène et il y a du carbone, on est d'accord. Le combat initial, je pense que dans l'hydrogène, la majorité des gens qui sont venus là-dedans, c'est qu'on s'est dit qu'il fallait peut-être arrêter de faire trop d'émissions de carbone. Donc il faut qu'on trouve des solutions. Maintenant, la pile à combustible, moi j'aime bien, c'est super, on met ça sur notre bateau, on est très content. Ça coûte très cher, on a quand même beaucoup de complexité par rapport au stockage. Donc aujourd'hui, moi je suis pile dans ce que vous dites, on essaie de mettre de l'hydrogène pressurisé, il n'y a pas du tout de carbone. Mais l'ammoniac, n'empêche que l'ammoniac, pour le transporter, c'est moins 40 degrés à pression atmosphérique. L'hydrogène, c'est cryogénique, moins 270. Donc, on peut trouver des avantages. Peut-être que certains, si je reste dans le milieu maritime, peut-être que dans certaines situations, on va utiliser l'ammoniac, pas pour l'injecter dans une pile, mais pour transporter l'hydrogène. Donc, là, vous avez entièrement raison dans votre commentaire, c'est qu'on doit continuer à se poser des questions et qu'on est sûr de rien. On est sûr de rien, c'est sûr. Mais c'est peut-être la seule chose. Ouais, c'est ça. Je me prends moi-même les pieds dans le tapis. Je me permets de rebondir, copain d'Occitanie. C'est intéressant, mais le fond, c'est qu'il faut se poser ces questions-là, en fait. Les écosystèmes, c'est justement parler de tout ça. Et quand on crée nos projets territoriaux, on fait ces débats-là à différents niveaux pour faire les bons choix, parce qu'à un moment, on n'a pas effectivement la boule de cristal, mais à un moment, il faut décider. Moi, dans mes ports, à un moment, il y a un plan d'entreprise, il faut investir. Et il faut, avec la connaissance à l'horizon de ce qu'on sait et des débats qu'on a menés aux bonnes échelles. Alors, je voulais rebondir sur la question de la biomasse, la méthanisation. Un des problèmes qu'on s'est posé, on a auditionné aussi beaucoup d'acteurs énergéticiens parmi vous, des armateurs, c'est de comprendre la ressource. Notre gisement biomasse, aujourd'hui, il est entièrement utilisé en Bretagne. Quasiment entièrement utilisé. Est-ce qu'on va se chauffer avec? Est-ce qu'on va l'utiliser dans la méthanisation, etc. On est dans des quantités, on l'a dit, je crois que c'est vous, Alexis, des quantités phénoménales pour transformer les carburants. C'est-à-dire qu'on va être dans des quantités absolument astronomiques qu'on ne sera pas en capacité d'autoproduire. Donc, nous, on a fait nos petits calculs avec 2-3, avec de l'offshore, on peut couvrir nos propres besoins. Et pour couvrir le shipping, pour couvrir les e-jets, parce qu'on n'en a pas parlé, mais aujourd'hui, c'est l'industrie de production des carburants pour l'aéronautique, c'est plusieurs centaines de millions de tonnes à produire. Et ça pose la question de la production locale, mais de l'import, finalement. Et la place, finalement, de ces différents carburants et de ce qu'on souhaite nous produire dans de concours international de production, parce que les productions seront exogènes en France. Il ne faut pas se faire d'illusions sur le fait que le gros de la troupe, de l'iméthanol, de l'ammoniac, se fera surtout à l'export pour l'import. Et donc, nous, le choix qu'on a fait politiquement, c'était de partir sur du zéro carbone, en fait.
parce que celui-là, ce choix-là, on peut le tester. Il est à notre portée, en fait, en termes de choix de complexité industrielle, et c'est surtout qu'il n'a pas été fait ailleurs. Donc, voilà, mais chacun fait ses choix dans ces débats-là, mais avec une question qui est la pérennisation de la sécurisation des approvisionnements. En H2, pour faire tous ces e-fuels, en carbone, hein, il faut trimballer du carbone hein, pour l'associer, et puis derrière, en eau. D'où vient l'eau? Voilà. On se retrouve à trimballer de l'eau hein, dans tout ça. Ouais, et je rebondis, hein, excuse-moi, mais vraiment, si on veut faire des e-fuels, ou des e-méthanol, e-SAF, tout ce qu'on veut, la quantité de carbone qu'il va falloir qu'on trouve pour pouvoir répondre aux besoins sont monstrueuses. Et en vrai, pas dispo. On n'aura pas de quoi fournir assez pour faire tous les e-fuels que EU Aviation et tous ces textes-là nous demandent de faire. Ce n'est pas possible. Plus le nombre de terawattheures qui sont nécessaires pour faire fonctionner un Fischer-Tropsch, on n'y arrive pas. C'est pour ça que finalement, même si l'hydrogène, ou même des batteries, mais même si l'hydrogène demande beaucoup de changements sur les infras, sur la motorisation, ça reste plus atteignable. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Vous voulez conclure maintenant? C'est endormi, Maxime. C'est sûr, pas d'autres questions pour profiter des intervenants. Ce que je note quand même, c'est que donc on parle d'écosystème particulier dans cette table ronde, ce tour de table. Ce que vous avez en commun finalement, c'est la décarbonation. Ce que vous avez aussi en commun, et ce qu'on a tous en commun, c'est finalement l'incertitude. J'ai l'impression. L'approche écosystème et l'important, c'est de traiter rapidement ces questions par du test and learn pour alimenter les feuilles de route qui sont déjà écrites ou en révision. Par exemple, feuille de route décarbonation du maritime, et je rebondis dessus pour rementionner aussi Mi 2050 qui est chez qui on est adhérent et qui contribue énormément à cette rédaction de la feuille de route, décarbonation. Et peut-être pour essayer de conclure ensemble, c'est comment vous pourriez dire dans quelle mesure votre écosystème permet de répondre à certaines questions. Quelles seraient vos réponses, on va dire, souhaitées par rapport aux questions que vous posent les défis que vous avez dans vos écosystèmes. Et en gros, c'est de faire un peu un bilan de un avant et un après votre projet, quoi. En quelques mots. Ça vous va comme conclusion? Est-ce que vous voulez qu'on parte dans ce sens? Ou c'est ou comme vous voulez, hein, c'est l'avant-après, il y avait tel frein, et grâce à nous, on a essuyé les plâtres et on a fait avancer telle brique, telle question. Ça vous va? Non, moi, franchement, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Sur le avant-après, avant, on avait un navire avec 6 moteurs diesel qui étaient vraiment pas avec des rendements tout pourris. Maintenant, on arrive vraiment à optimiser. On doit avoir au moins multiplié par 3, voire par 4 le rendement de notre navire avec une bonne gestion énergétique. Donc, on consomme moins, ce qui fait que, intégrant après une pile à combustible là-dessus, on reste sur un cercle qui est quand même de plus en plus vertueux sur des émissions qui ont été drastiquement réduites sur notre navire. Et comme ça a été dit tout à l'heure, c'est pas évident de s'engager. L'ancien navire qui a été, il n'est même pas parti à la casse, il va avoir une seconde vie. Il avait 40 ans. Donc, se projeter sur des propulsions sur 40 ans quand on commence en 2020. Bon, en 2060, qui sait où est-ce qu'on en sera. Donc voilà, et c'est pas vraiment la question, mais je me permets de le dire maintenant. Je pense que des associations comme France Hydrogène ou MIT 2050, c'est un travail qui n'est pas simple et qui est déjà en train d'être conduit par les équipes, mais c'est de réussir à utiliser toutes nos erreurs, parce qu'on en a fait plein. Et c'est pour ça qu'on est passé, entre guillemets, les premiers. C'est pour faire des erreurs et que les prochains ne refassent pas les mêmes. Là où on serait tous un peu nuls collectivement, c'est que dans 2 ans, il y ait des gens qui fassent les mêmes erreurs ou mauvais choix. Je ne suis pas là pour nous blâmer ou quoi que ce soit, mais qui ont pu être faits dans des projets en Bretagne ou dans des projets en région Occitanie ou ailleurs. Parce qu'en fait, on apprend quand même. Et les choses évoluent, la réglementation, elle évolue. Et donc, ce qui serait dommage, c'est qu'on réussisse pas tous ensemble à capitaliser tout ça. Et j'espère que l'année prochaine, il y aura d'autres projets qui seront encore mieux que le nôtre et qui iront dans le bon sens.
Ça me semble assez essentiel pour qu'on s'en sorte. Sinon, non, ça ira pas. Tu vois, t'avais... Oui. En fait, il y a un point sur lequel on a encore pas mal de travail, c'est l'interface entre l'enceinte portuaire et le navire, où ce n'est pas les mêmes personnes qui prennent les décisions. C'est-à-dire qu'un navire, c'est directement les affaires maritimes qui nous donnent un permis de navigation, mais ce n'est pas les mêmes entités qui ont un poids au niveau du port. Et donc, quand on fait un swapping, donc un transfert de conteneurs entre l'interface portuaire et le navire, au moment où la grue pose le conteneur, on change de réglementation et de décideur. Donc, on arrive à trouver des solutions quand on parle que du navire, et après, il faut réussir à orchestrer et à porter le projet pour réussir à faire des analyses de risque également en intégrant l'enceinte portuaire. Et ça rajoute une étape en plus. C'est un peu compliqué d'animer tout ça. Voilà. Merci Corentin. Donc on paye les plâtres, mais on explore en avance. Moi, avant, en Bretagne, nous, on n'avait pas d'hydrogène. On n'avait pas d'énergie, on avait une sécurisation des approvisionnements en bof-bof, il fallait de l'énergie, sinon on avait des blackouts tous les hivers. Puis maintenant on fait l'hydrogène avec des rendements pas super, mais qui doit absolument décarboner une partie de notre transport. Et bien finalement, voilà, on a mis en place une filière, on est parti de zéro, on a une filière qui fait, on a structuré tout ça avec un plan d'attaque. Si on avait fait fonctionner nos bateaux avec des piles, ils auraient coulé, en fait, ça marche pas, donc on pouvait pas. Donc l'hydrogène répond aujourd'hui à un certain nombre de use cases, on les explore, ça répond pas à tout, demain il y aura peut-être de nouvelles technologies, mais on doit avancer, cranter, parce qu'on a une horloge climatique qui nous l'impose, et donc avec des plans d'entreprises portuaires qui aussi nous permettent de le faire aujourd'hui, c'est maintenant que ça se travaille, les investissements, donc on le fait. Et voilà, donc c'est ça qu'on a gagné finalement, une plateforme de lancement, on a amorcé et donc on veut consolider. C'est ça mon bilan et que je retiens sur l'aspect écosystème. Tout seul, on ne l'aurait pas fait, donc on est plusieurs et parce qu'on a les mêmes enjeux, les mêmes intérêts, on se retrouve sur tous ces projets-là. Donc ça avance. Merci. Alors pour nous, j'aimerais bien dire l'avant et l'après, mais on est dans le pendant. On est vraiment au moment de la construction. Et donc, ça donne envie d'être dans l'après, de se projeter sur ce qui a été réalisé. Mais je pense que ce qui est à mettre en lumière, c'est la capacité à avoir porté un projet d'une simple idée. Et aujourd'hui, dans le secteur de l'hydrogène, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises ont eu des idées, mais jusqu'à une phase de financement et de construction. Et c'était pas simple, puisque le projet a été initié en 2019. Et donc il a fallu travailler avec tous les acteurs locaux, passer par des étapes complexes, redimensionner le projet, parfois au bord de signer des contrats d'off-take d'hydrogène mais qui finalement ne se font pas. Et donc ça, je trouve que c'est une belle expérience pour le groupe. Bon, en ce qui nous concerne sur ce projet fluvial, en fait, quand on lit la littérature, nous tous, sur l'hydrogène, parfois on a l'impression que c'est pas si compliqué et que c'est qu'une question de volonté. Pour beaucoup d'entre nous qui travaillons là-dedans, on voit toute la complexité du détail technique et business que ça représente. Et en fait, une des clés du succès et qu'on a apprises du coup de ce projet-là, c'est que c'est important d'avoir aussi un peu un chef d'orchestre qui permet de faire avancer ça, quelqu'un de neutre. Et pour prendre une image rugbystique, d'avoir une sorte d'Antoine Dupont qui vous fait en fait l'animation sur le terrain, qui était le port de Rotterdam, qui est un acteur public et neutre. Et c'est grâce à ça en fait qu'on a réussi à avancer. Et au début, on pensait que ce serait quasiment impossible, et au final, on voit que ça peut être jouable sur ce segment-là. Alors, on va demander le micro très rapidement, et après, je laisse la parole à Bérangère. Excusez, c'est pas vraiment une question, mais c'est aussi deux petites interventions. Je me permets vu mon âge. Juste pour dire que pour ajouter en plus à l'équation des volumes faramineux qu'il faut,
En plus, dans le portuaire, il y a toute l'industrie qui a été mentionnée par Bérangère, mais qui en plus demande des volumes absolument monstrueux pour se décarboner. Donc ça, c'est juste un élément de frayeur en plus. Et après, juste un petit chemin aussi de décarbonation qui est assez sympa, c'est celui, je me permets d'attirer l'attention sur ce que fait la CMB, qui utilise des moteurs à combustion et qui, depuis des années, injecte de l'hydrogène dans ses moteurs diesel, quoi, en dual fuel. Ils sont montés petit à petit en puissance. Ils sont maintenant avec un remorqueur 2 fois 2 MW à Anvers. Et puis petit à petit, ils vont bouger vers un moteur à combustion pur hydrogène. Je pense que c'est un chemin aussi qui peut être sympa et qui peut dérisquer aussi le chemin de migration. Voilà, je me permets de petit commentaire. Ah pardon, oui, Patrick Gloriès, Meet for Hydrogen, iPorts. Voilà, pour ceux qui... Merci Maxime. Justement, peut-être pour revenir sur ces éléments de frayeur, sur les volumes titanesques dont on parle pour chacun des usages à satisfaire demain, je pense qu'en fait la réponse, elle sera plurielle. On a parlé d'hydrogène, on a parlé d'e-fuel, on a parlé de GNL et demain de bio-GNL. Est-ce que la solution, finalement, elle ne sera pas sur un mix de l'ensemble ? Et quoi qu'il arrive, et peut-être pour revenir sur mon cœur d'activité chez GRT Gaz, on aura besoin des infrastructures de transport, que ce soit pour de l'hydrogène, du GNL ou du CO2, pour demain connecter ces écosystèmes les uns aux autres, parce qu'on se rend compte que effectivement c'est bien de produire et de consommer localement, mais il y a aussi un attrait de pouvoir connecter un peu plus largement à l'échelle nationale pour aller vers sur des maillages. Et on l'a vu, demain, est-ce que l'import sera nécessaire, et auquel cas il faut aussi des infrastructures pour pouvoir accueillir ces nouvelles sources d'énergie sur le territoire qui permettront d'aller vers cette décarbonation globale, mobilité et usage industriel. Et alors peut-être pour finir le tour de table, parce que je suis la dernière à parler, je me permettrai juste un petit mot de la fin à ma sauce. Et j'espère qu'entre les gourmandises bourguignonnes et les verrines aux choux-fleurs, on aura réussi à tous vous tenir éveillés pendant cette table ronde. Merci à la salle, merci aux panélistes. Et donc pour l'après, à 16h, vous avez une plénière également. Merci à vous.